Donc nous allons prendre un petit temps pour faire une introduction préliminaire au débat sur le projet de fusion UT-IDEX. Cette petite introduction sera une introduction à 4 voix. Donc moi, Mireille Bruyère, je suis maître de conférence en économie. Je ferai une introduction sur l'économie de la connaissance. Donc dans le cadre, je dirais, de pensée économiste dans lequel s'inscrit les réformes de l'éducation nationale et de la recherche et le projet de fusion. Ensuite, je passerai la parole à Patricia Rossi, qui est qui est maître de conférence en psychologie. Qui nous présentera concrètement les modalités de cette intégration et la perte de la personnalité morale. Puis à Brigitte Almedevers, qui est professeure de psychologie aussi, qui parlera des dimensions recherche et enseignement. Et on finira par Valérie Vizard, qui est professeure de grec, qui nous présentera les implications en termes de ressources humaines. Alors, je fais donc l'idée, c'était effectivement de présenter le projet que nous combattons à l'université de Toulouse-Jean Jaurès dans son cadre général, c'est-à-dire dans son cadre politique et institutionnel, qui commence non pas cette année, mais qui a été initié dans les années 2000. La dernière décennie du siècle a vu une sorte de divergence entre les États-Unis, qui connaissaient une période d'assez forte croissance et d'augmentation de la productivité, et l'Union européenne, qui, sous l'impact de l'union monétaire, présentait des taux de croissance relativement faibles, des rythmes de croissance de la productivité relativement faibles, et donc, dans ce cadre-là, un certain nombre de décisions, d'organismes, etc., ont discuté, ont fait des propositions pour essayer de pallier à cette divergence de croissance. Alors, avant de présenter les propositions qui ont été mises sur la table et qui ont été suivies des faits, je voudrais rappeler évidemment que la moindre croissance que nous connaissons encore actuellement, même si cette année promet une meilleure croissance, elle ne vient pas des années 2000, c'est un phénomène qui s'initie dans les années 1980 et d'ailleurs qui explique en partie le basculement du capitalisme industriel vers un capitalisme définanciarisé. Donc c'est pas la réponse que l'Union européenne et que la France va donner à la faible croissance ne vient pas des années 2000, mais vient depuis plus longtemps, vient tout simplement s'explique par des phénomènes finalement de limite de la croissance, de limite écologique et sociale de la croissance. Je rappelle ça parce que, évidemment, il ne s'agit pas ici de soutenir l'idée que nous pouvons finalement, par des réformes de mise en concurrence et de marchandisation, pallier à la baisse de la croissance. Pour autant, donc, dans le contexte européen, ce qu'il est envisagé, c'est d'essayer d'engager les pays de l'Union européenne dans une économie de la connaissance. Et j'insiste bien dans l'économie de la connaissance. Il ne s'agit pas de déployer la connaissance pour elle-même, il s'agit de déployer la connaissance dans l'économie. On n'a pas dit une société de la connaissance, on dit une économie de la connaissance. Et cette volonté va s'incarner dans la stratégie de Lisbonne, qui va essayer d'impulser et d'orienter les pays vers des réformes permettant d'engager les pays vers cette économie de la connaissance. Alors qu'est-ce qui est visé derrière ça? C'est d'essayer de faire un lien entre le développement de la connaissance, de la science et de l'éducation et de la recherche et la croissance. Et ça, c'est premier, j'insisterai dans mon exposé toujours là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour lui-même. On ne dit pas nous devons être dans une société dans laquelle, effectivement, les niveaux d'éducation s'élèvent, la recherche se déploie pour elle-même. C'est explicitement dit, c'est dans le cadre dans lequel c'est dit, c'est pour permettre de retrouver de nouveaux leviers de croissance. C'est ce qui est écrit dans la stratégie de Lisbonne. Il s'agit de trouver de nouveaux leviers de croissance en développant une économie de la connaissance. Donc le potentiel de croissance ne réside plus, comme c'était le cas
auparavant dans des politiques économiques de relance, politique budgétaire ou politique monétaire, résident dans des politiques structurelles de mise en concurrence qui permettent de trouver de nouveaux leviers de croissance, qui permettent de lever, dit-on, des freins à la croissance, ces freins à la croissance étant des freins aux facteurs de production, c'est-à-dire le capital humain en particulier et la recherche. Donc il faut mener des politiques institutionnelles, politiques structurelles, ça veut dire des politiques institutionnelles, des politiques de changement profond et non plus des politiques de relance, comme c'était le cas auparavant, pour trouver de nouveaux leviers de croissance. Donc c'est absolument dans ce cadre que va s'inscrire toutes les réformes que nous connaissons de l'enseignement et de la recherche. Donc il y a toujours derrière, quoi qu'on en dise, quoi que peuvent en dire les soutiens de ces politiques, il y a toujours derrière la visée économique, fondamentalement. Et c'est rappelé sans arrêt dans tous les textes qui sont produits encore et encore. En préambule, il s'agit de faire rentrer la France ou les universités dans un cadre de compétitivité et d'attractivité pour permettre une croissance plus importante. Donc, évidemment, vous aurez noté que dans ce cadre-là, l'enseignement et la recherche changent fondamentalement d'objet puisqu'elles deviennent un instrument de la croissance et non pas un instrument de l'émancipation, ce qui était quand même, je le rappelle, c'est toujours utile, l'objectif de l'éducation nationale au départ. Ça se soutient d'une deuxième idée qui est portée par les organismes internationaux comme la Banque mondiale ou le FMI. Il faut différencier les investissements publics en fonction des niveaux d'éducation. Donc, il y a un certain nombre de travaux d'économistes, évidemment d'économistes libéraux, qui disent que le financement public doit dépendre des rendements que l'éducation va permettre. Il y a deux types de rendements possibles. Un rendement social, c'est-à-dire qui profite à tous. Lorsqu'effectivement vous avez des niveaux de formation qui s'élèvent, on peut imaginer que la société profite pleinement de ces niveaux de formation. Ce sont des rendements sociaux. Et puis il y a des rendements privés, des rendements individuels, c'est-à-dire vous vous formez et vous avez la possibilité d'avoir de meilleurs salaires. Pour ces organismes, et en particulier pour l'OCDE, les rendements sociaux appartiennent à l'élémentaire et au secondaire, donc les politiques d'éducation doivent rester à financement public dans le secondaire et dans l'élémentaire. Par contre, il est clair, et c'est dit partout, l'enseignement supérieur a un rendement avant tout privé, c'est-à-dire l'enseignement supérieur profite avant tout à l'étudiant, et donc dans ce cadre-là, il faut faire rentrer les financements privés, que ce soit, bon, comme on va le dire, par des crédits ou par des financements privés d'entreprises. Donc ça, c'est soutenu par l'idée qu'effectivement, il est possible en économie d'identifier et d'expliciter par la valeur économique ce que va produire l'éducation. Et ça aussi, c'est pas du tout anodin, je le rappelle, c'est-à-dire on va à chaque fois, les différents rapports et les différentes personnes qui interviennent sur ces sujets vont essayer à chaque fois de relier l'éducation à une valeur économique. Il s'agit donc de rendre valorisable dans toutes ces dimensions, pas simplement marchande, valorisable, c'est-à-dire chiffrable monétairement, l'enseignement supérieur et la recherche. On va le faire de deux manières, classiquement, c'est ce qu'on appelle les mises en marché. D'un côté, on va réorganiser l'enseignement supérieur et la recherche de manière à le rendre plus attractif, plus compétitif. Donc il s'agit fondamentalement d'une mise en concurrence que nous connaissons dans le cadre de la LRU. Il s'agit qu'à l'intérieur des structures d'éducation et de recherche, on va organiser la mise en concurrence qui sont fondées sur deux axes principaux, l'individualisation et l'évaluation. Il n'y a pas de mise en concurrence entre individualisation et évaluation. Vous allez avoir dans la suite de l'exposé la mise en œuvre pratique de cette individualisation étudiante ou de carrière. Ça va pour tout le monde, ça va pour les enseignants-chercheurs comme pour les étudiants. Et ensuite, évidemment, les évaluations, sélection, les évaluations pour que la concurrence puisse avoir lieu. S'il n'y a pas d'évaluation chiffrée, il ne peut pas y avoir de concurrence sur un marché. Donc il faut mettre en place ce qu'on appelle des prix fictifs en économie pour permettre les comparaisons. Et de notre côté, l'autre axe effectivement de cette valorisation, c'est d'essayer, tant que faire se peut, de sélectionner les projets de recherche et d'enseignement dont on voit clairement les effets sur la création de la valeur ajoutée.
Et la création de la valeur ajoutée, c'est quelque chose de très précis en économie, hein. C'est quelque chose qui se mesure depuis très longtemps, comptabilité nationale et dans les entreprises. Et donc, il faut essayer le plus possible que les projets puissent avoir un effet sur une création de valeur quelque part. Donc, vous créez un logarithme, un algorithme, pardon, et vous savez qu'elle va avoir un effet sur la création de telle plateforme qui pourra être vendue. Et donc on peut imaginer, même si ça fait partie de la recherche, quelle valeur ajoutée elle va créer. Donc, ce sont les deux axes dans lesquels, qu'on retrouvera effectivement, dans lesquels s'inscrivent les différentes réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, en France particulièrement, le point de départ, c'est en 2004 un rapport du Conseil d'analyse économique qui a été écrit par Philippe Aghion, qui est un grand penseur en économie, enfin qui est un grand penseur, je ne sais pas si c'est un grand penseur, peut-être pas, mais en tout cas c'est un grand économiste qui depuis toujours travaille sur les questions de recherche et de productivité et qui a essayé de théoriser cette idée que la recherche et l'éducation et l'enseignement supérieur sont des facteurs de productivité. Il a été aussi conseiller de Macron durant son campagne, hein, je le cite, et puis il a été co-auteur dans ce rapport avec Eli Cohen, et ils ont insisté dans ce rapport qui va être le point de départ des réformes sur la nécessité d'accumuler le capital humain pour rendre les étudiants plus productifs. Donc, il s'agit absolument de s'inscrire dans le cadre économiste dans lequel l'économie de la connaissance s'inscrivait. Il s'agit d'investir dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur et de la recherche pour stimuler notre croissance à long terme. Donc, vous voyez qu'il y a bien le lien avec la croissance, sans que, justement, jamais ne soit posée la question du lien réellement entre éducation, recherche et croissance. Jamais ce lien n'est réellement démontré. C'est clair. Et deuxièmement, est-ce souhaitable? Est-ce que politiquement, il est souhaitable d'avoir une augmentation de la croissance? Est-ce que c'est souhaitable d'être plus compétitif? Cette question, évidemment, n'est jamais posée. On a eu la LRU, et donc avant de passer la parole, je présenterai rapidement. La première étape, effectivement, des réformes, c'est la loi sur la responsabilité des universités qui vont organiser l'autonomie, entre guillemets, c'est-à-dire la possibilité pour les universités de gérer l'austérité et la mise en concurrence. Il s'agit avant tout de ça, puisque au final, après 10 ans de mise en pratique de la LRU, finalement, beaucoup d'universités sont en situation de sous-investissement, de sous-financement, et arrivent à point nommé dans les années 2000 les projets d'investissement d'avenir, c'est-à-dire le fait que, puisque les financements publics diminuent, on va trouver un outil un petit peu différent, qui est encore un outil public, mais avec des différences notables, qui viendrait soutenir le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche sans le financement pérenne. C'est-à-dire, on voit ici un effet de bascule entre un financement classique et ces financements dont le premier nom était les investissements d'avenir, qui ont connu 3 vagues d'investissement d'avenir. Donc, c'est quoi le P déjà? Projet. Des programmes. Oui, programme d'investissement d'avenir 1, 2 et 3, et nous sommes actuellement au 3e. Brigitte en parlera mieux que moi. Je rappelle juste les chiffres quand même. Le premier, c'est 35 milliards d'euros. Ce sont des investissements, donc il s'agit de donner des dotations à des projets sur plusieurs années. Il ne s'agit pas de dépenses de fonctionnement sur une année. Très important. Le premier, en 2010, 35 milliards d'euros, qui a vocation à durer 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout d'un coup, en 2010, 35 milliards d'euros. On dit il est possible d'avoir une enveloppe de 35 milliards d'euros, et puis on va accueillir les différents projets, et puis peut-être qu'on dépensera toute l'enveloppe, sous des formes particulières, hein, ou peut-être pas. La deuxième vague, c'est 2014, avec 12 milliards d'euros, et nous sommes actuellement engagés dans la 3e, avec 10 milliards d'euros. Au total, ces programmes d'investissement d'avenir, c'est 57 milliards d'euros sur une période prévue d'au moins 20 ans. Je rappelle que pendant ce temps-là, donc on a baissé le budget des universités, on a lancé des programmes d'investissement d'avenir, qui sont des programmes de mise en concurrence, hein, qui sont gérés par des agences, qui sont pilotées par des agences et non pas directement par les ministères, et qui sont en partie financés par des intérêts
placés sur les marchés financiers, je le rappelle, pour une partie de ces sommes. Ces 57 milliards d'euros sont à mettre en regard sur 20 ans avec le crédit d'emploi compétitivité, le crédit de... excusez-moi, le crédit... Le CICE, voilà, le CICE, qui est une aide aux entreprises pour les engager dans le développement de leur recherche. Et cette aide est environ d'un montant de 20 milliards d'euros par an. Donc vous voyez la différence, c'est-à-dire qu'en même temps on baisse les budgets de l'université, les budgets pérennes, on met à la place des budgets d'investissement, donc il va falloir qu'il y ait une conditionnalité à ces investissements, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des retours sur investissement, et de l'autre côté, effectivement, on aide énormément les entreprises dans leur recherche. Alors, je n'ai pas présenté de graphique, mais actuellement, il commence à y avoir des évaluations du CICE, et on voit des sommes faramineuses qui sont données aux entreprises, et le budget recherche-développement n'a pas décollé depuis que ce CICE a été mis en place. Donc, il s'agit, dans ces programmes, de financer les projets qui vont promettre des retours sur investissement. Christine Lagarde disait, quand ça a été lancé, qu'elle estimait qu'il était envisageable que ces programmes d'investissement d'avenir soient autofinancés en 10 ans. C'est-à-dire qu'elle avait calculé qu'avec ces investissements, on aurait 0,3% de croissance de plus par an. Vous voyez bien le lien, hein, c'est pas, il va falloir qu'on s'inscrive dedans quand même, d'une certaine manière, à un moment donné. Il va falloir, quand on a des sous de l'IDEX, rendre ces comptes-là. Donc elle avait dit, en 10 ans, effectivement, avec les recettes fiscales qui rentreront de manière supplémentaire avec ces 0,3% de croissance, nous pourrons récupérer les sommes mises. Donc il y a bien un retour sur investissement, il ne s'agit pas d'une dépense publique au sens classique. Enfin, je terminerai. Il y a eu un premier rapport à mi-parcours de ces deux programmes, des deux premiers programmes, qui a été fait par France Stratégie et par la Cour des comptes. J'ai relevé certaines choses. Premièrement, le prochain programme devra absolument ne pas saupoudrer les investissements et d'essayer de sélectionner les investissements les plus prometteurs. Il ne s'agit pas, au contraire de ce que disait Marie-Christine Jaillet, qu'il est possible de mettre 1 000 euros par-ci, 2 000 euros par-là, dans une diversité très grande des sciences humaines et sociales. Non, il faudra explicitement concentrer les projets et ensuite essayer, tant que faire se peut, de prendre systématiquement en compte la dimension économique des investissements. Voilà. Alors, moi, plus particulièrement, je vais vous parler de la question de la fusion et de la gouvernance en me servant explicitement, et je le revendique, de documents qui ne sont pas les miens, mais des documents qui sont soit élaborés par les pro-fusion, soit des documents issus de bilans syndicaux et aussi, là c'est le cas pour la diapositive que vous avez en face, c'est issu de la lettre de démission des vice-présidents qui date d'il y a une quinzaine de jours. C'est pas pour le moment, c'est pas la bonne tête. Il faut que tu bascules parce que là, en fait, dans ton écran, il faut que tu l'envoies. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Voilà. C'était quoi? C'était mon fond d'écran que vous voyez? Heureusement qu'il n'y a pas des photos perso. Hein. Heureusement que c'était pas une photo de Daniel Lacroix et moi-même en vacances. Hein. Oh, tout nu, non, tout nu. Le problème, c'est que si... J'ai mes limites. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Ah, ça marche. Donc, je disais, je me suis servi de documents. Alors, évidemment, le texte immonde, plus je le lis, plus ça me déprime. Donc, je me suis servi du document en anglais, je ne le lirai pas, IDEX Unity, de documents syndicaux, de la lettre de démission des vice-présidents, c'est l'extrait que vous avez pour le coup cette fois-ci à l'écran, pour bien montrer que ça n'est pas mon discours, ça n'est pas notre discours à nous qui pourrait être accusé d'être partisan, etc. Non, c'est ce que d'autres ont produit, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous n'en faisons pas la même analyse. Alors, concernant la question de la fusion, pour rappel,
Là, c'est écrit explicitement dans le document qui a été édité sur la question de la fusion. C'est un agrégat d'établissements, 2 universités, la nôtre et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, une école d'ingénieurs, l'INSA, et l'Institut national de Polytechnique, qui lui-même regroupe 6 écoles d'ingénieurs. Ces établissements rassemblés regroupent à eux seuls 80% du personnel académique et 85% des étudiants de l'académie. Donc c'est une fusion qui fait se regrouper un nombre extrêmement conséquent de personnel et d'étudiants. Et c'est d'ailleurs, et je vous renvoie absolument à l'interview qu'elle a donnée, c'est d'ailleurs un des arguments donnés par la présidente de Toulouse 1 pour sa propre université refuser la fusion, c'est que ça devient un établissement qui n'est plus du tout à dimension humaine. C'est-à-dire que gérer plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, autour de 100 000, je crois, c'est complètement disproportionné. Elle-même le met en rapport avec Harvard, dont on nous rebat les oreilles régulièrement. Harvard, c'est 10 000 étudiants. Donc on voit bien que cette massification, déjà, est un problème en soi pour arriver à se retrouver individuellement dans une telle masse d'individus. Alors, pourquoi ce regroupement? Parce que, et là c'est écrit aussi explicitement, page 7 du document, ces établissements partagent une vision commune de l'avenir. Alors, bon, moi déjà, on ne m'a pas demandé quelle était ma vision de l'avenir, personnellement, donc je ne suis pas sûre de partager celle de Paul Sabatier et des écoles d'ingénieurs. Et puis surtout, c'est d'un large et d'un flou artistique. C'est une deuxième remarque majeure critique pour le document, c'est flou. Donc ça veut dire que chacun peut y projeter ce qu'il veut, et sur des aspects véritablement fondamentaux d'un point de vue démocratique, nous n'avons que très peu d'informations, j'y reviendrai. Alors, cette vision donc commune de l'avenir a pour ambition déjà de faire passer les universités, Toulouse 2 et Toulouse 3, au rang de collège. Les écoles d'ingénieurs échappent pour l'instant à cette transformation, restent donc écoles d'ingénieurs, avec une autonomie qu'on nous retire à nous, établissements universitaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nous retirer de l'autonomie? Ça veut dire que nous perdons la personnalité juridique et morale en tant qu'établissement. Alors, là aussi, pour aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire explicitement perdre la personnalité juridique et morale? C'est ce que vous avez sur la diapo. Perdre la personnalité juridique et morale, ça veut dire que le CA de l'établissement ici, Toulouse 2, n'a plus la main définitive, il ne devient plus que consultatif pour des points qui sont absolument fondamentaux pour la vie de l'établissement. C'est par exemple tout ce qui est gestion des personnels, recrutement, gestion des carrières. Tous ces points, le CA de l'établissement ici donnera un avis qui sera transmis au CA de l'Université de Toulouse, qui en fera ce qu'il voudra. Et on va voir après que le CA de l'Université de Toulouse ne sera que faiblement représentatif du personnel et des étudiants de Toulouse 2. Alors, ça veut dire aussi, et ce sont les points que je vous ai mis en gras sur la diapo, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce sont les VP démissionnaires, que jusqu'à présent, seul le président de l'université était ordonnateur de recettes pour son établissement. Il ne le sera plus. Donc, les recettes et les dépenses, il sera coordonnateur secondaire, au même titre que les directeurs d'école ou d'institut actuels, c'est-à-dire qu'il n'a pas la décision finale sur les dépenses et les recettes. On décide d'engager des frais, je ne sais pas moi, pour construire un bâtiment à destination des précaires, par exemple, un petit bâtiment à destination des précaires. On le soumettra comme proposition au CA de l'Université de Toulouse et on verra ce que l'Université de Toulouse nous répond. A priori, plutôt non, je pense. Pour ce qui est de la signature des contrats de travail et de la gestion plus particulièrement aussi des personnels, on perd aussi la main. C'est l'Université de Toulouse qui devient décisionnaire et le CA de l'UT2 du collège sera purement consultatif. Idem pour le maintien de l'ordre. On sait depuis quelques semaines, ça plane. Les menaces de faire venir ou pas la police sur le campus. Jusqu'à présent, si on essayait d'apaiser les choses, il suffisait, entre guillemets, d'aller voir le président de l'université. Là, c'est terminé. C'est le président de l'Université de Toulouse qui a aussi la main sur les notions de sécurité sur le campus, de maintien de l'ordre et donc éventuellement de faire appel à la force publique.
Et puis, plus généralement, évidemment, on perd aussi les prérogatives quant au contrat d'établissement, au vote du budget, tous les points fondamentaux qui permettent de gérer et d'orienter la politique de l'établissement. On proposera et l'Université de Toulouse décidera. Alors, en quoi est-ce véritablement un problème? J'y reviendrai sur la notion de gouvernance. Ça veut dire que sur l'établissement, nous ne pouvons plus avoir de décision définitive concernant la politique que nous souhaitons mener au sein de cet établissement. On sait qu'en plus, en termes d'effectifs, la proportion n'est pas équivalente à celle de Paul Sabatier. Paul Sabatier, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ont des enjeux économiques bien plus importants que les nôtres. Je cite là aussi la présidente de l'UT1. Vous comprenez bien qu'en termes d'investissement, ne serait-ce que pour la recherche, quand il faut acheter des machines qui coûtent plusieurs millions d'euros pour effectuer des recherches, je veux dire n'importe quoi, en physique ou en chimie, que sais-je, on est loin de l'investissement demandé dans les sciences humaines ou en lettres pour faire aussi de la recherche. Et c'est vrai qu'on va apparaître comme vraiment le petit confetti à côté du géant qui peut décider de croquer intégralement, et c'est un risque, les recettes de notre établissement pour mieux abonder dans ses propres dépenses. Il y a une mise en commun gérée par l'Université de Toulouse qui nous met en danger véritablement sur nos choix d'orientation politique et nos investissements. Alors, ça c'est le premier point sur les effets de la fusion. Le deuxième, c'est que nous devenons un grand établissement. Alors, je suis allée regarder sur les textes de loi la définition du grand établissement. Donc, la loi est parue au 10 mars. Ça évolue quasiment de mois en mois. Donc, il y a eu une nouvelle version qui est apparue. Donc, le grand établissement, il est autonome. Quand on voit ce que l'autonomie tant prônée par la LRU a donné comme effet néfaste sur les universités, on peut prendre avec un peu de suspicion le terme d'autonome. Mais plus généralement, ce que ça veut dire, c'est que, donc, effectivement, le grand établissement qui serait l'Université de Toulouse déciderait, sous forme de contrat avec l'État, bien sûr, pluriannuel, mais quand même, déciderait de sa politique en toute autonomie et, évidemment, déciderait, et c'est un des éléments que nous mettons en avant aussi pour un peu alerter les étudiants, déciderait certainement de ses droits d'inscription. C'est le cas à Orsay, ou à Paris, où un même master de mathématiques et économie coûte 530 € dans le grand établissement parisien, alors qu'ici, il coûte pour l'instant 189 € et quelques centimes. Les établissements ont toute latitude, puisqu'ils sortent du Code de l'éducation, pour définir effectivement l'offre de formation et le coût pour les étudiants de cette offre de formation. Alors, la question de la gouvernance. Voici le schéma issu de ce merveilleux document sur Unity, où on voit différents carrés avec des flèches, des liens artistiques entre tous ces carrés. Donc, à gauche, vous avez les collèges. Nous sommes les sciences humaines et sociales. Le collège sciences, technologie et santé, je vois rien. Le collège INSA et le collège INP. Donc, ce sont les établissements dont je parlais au départ qui vont fusionner. Tous ces collèges abondent à hauteur d'élus, de finances, etc., pour la gouvernance de la grande université de Toulouse, qui comprendrait donc un conseil d'administration stratégique. Alors là, le flou artistique dont je parlais au départ bat son plein, si je puis dire. On sait qu'il y aura 30 membres. C'est nouveau par rapport à la version précédente qui avait été retoquée. Il y aura 30 membres, dont 16 élus, tous collèges confondus, enseignants, chercheurs, BIATS, étudiants. Donc 16 pour représenter les 100 000 étudiants dont je parlais. Je n'ai pas compté combien il y aurait de personnel, mais les 80% du personnel académique. Je pense qu'en termes de représentativité, on peut déjà se poser beaucoup de questions, parce que c'est 1 pour combien de milliers? Les étudiants, je crois qu'il y aura 4 élus dans ce CA pour 100 000. 3 ou 3. Bon, bref, le ratio, 1 pour 25 000. Allez, dans le meilleur... 1 pour chaque collège, mais ça veut dire pour nous 1 pour 30 000 étudiants, ou 27 000 étudiants que nous sommes.
Je pense que les différences de position qui sont assez flagrantes depuis le début du mouvement entre étudiants vont avoir du mal à s'exprimer au sein du CA. Le même étudiant ne va pas se diviser en deux, être un jour du côté de la fusion et puis le lendemain dire « Ah ben non, c'est mon autre côté qui parle, l'autre côté d'établissement que je représente, celui qui est contre la fusion ». Rien que ça, c'est quand même assez édifiant de se dire qu'on nous parle de démocratie avec ce taux de représentativité qui est vraiment minable. Je n'ai pas d'autre mot. À côté de ces 16 élus, il y aura donc le président, 5 personnalités qualifiées et 8 responsables du monde socio-économique, parce que quand même, on nous rappelle que nous sommes inscrits dans un bassin socio-économique que nous devons animer, irriguer par nos recherches et nos enseignements. C'est quand même une grande injonction, là aussi, qui nous est envoyée. Ce conseil d'administration stratégique, alors là, je trouve qu'on atteint des sommets, est conseillé, informé par un sénat académique. Alors là, c'est même pas des élus. Alors, c'est pas la représentativité directe, c'est la représentativité indirecte. C'est-à-dire que ce représentant de ce sénat académique qui, en gros, va orienter la politique de la recherche et de l'enseignement, les vice-présidents, donc les 4 vice-présidents de la CFVU, le 4 vice-présidents recherche, relations internationales étudiants, les responsables des organismes de recherche. Alors, quand on voit la position qu'ils tiennent, les organismes de recherche, sur la fusion, là aussi, on peut se dire qu'il risque de pas y avoir beaucoup de sons discordants parmi ces collègues-là, et un responsable par pôle de recherche. Alors, les pôles, Brigitte vous les présentera tout à l'heure, là aussi, c'est assez édifiant. C'est pas vraiment représentatif, je pense, de ce qui se passe sur Toulouse et sur les 4 établissements. Et puis, il y aurait aussi, parce que quand même, il faut faire appel à l'éminence grise, des responsables de projets scientifiques d'ampleur, donc ceux qui sont financés par les fonds européens, etc. Bref. Donc, vous voyez que là, ce ne sont même pas des élus que nous pouvons élire directement, ce sont des vice-présidents qui sont élus par des conseils eux-mêmes, des CA, des CFVU, des commissions recherche. Et quand on sait que là aussi, il y a quand même des positions divergentes, et fort heureusement, il y a des élections qui élisent des gens qui n'ont pas les mêmes opinions et qui sont élus pour exprimer des opinions contradictoires, débattre. Ça écrase complètement le débat. Par exemple, pour nous, serait élu à ce Sénat, présent à ce Sénat académique, le vice-président de CFVU, Olivier Merlet, qui est pour la fusion, la vice-présidente recherche, Marie-Christine Jaillet, qui est pour la fusion. Bon, alors le vice-président Henry, je ne sais plus qui c'est. Bon, peu importe, je ne vais pas lui faire de procès à lui. Et le VP étudiant, on n'en a plus, il a démissionné. Enfin, vous voyez que là aussi, on nous parle de démocratie, on nous bassine avec la démocratie et la représentativité, mais non, c'est toujours le même son qui passe. Donc, est adjoint à ce Sénat académique un comité exécutif, le COMEX, qui là gère tous les financements IDEX. Donc, tout ce qui est excellence. Et le X renvoie évidemment à l'excellence, dont visiblement certains parmi nous sont très loin, puisqu'ils ne sont pas financés par l'IDEX. Alors, je ne reviens pas sur les comités de pilotage de l'IDEX, là aussi, parce que il faudrait bon, ça, si l'IDEX est donné à l'Université de Toulouse, il faudra quand même piloter les fonds, donc avec des gens de confiance, hein, évidemment, dont le président de l'UT, le VP IDEX qui sera nommé à ce moment-là, etc. Donc, tout ce qui est gouvernance est loin de raisonner avec démocratie. C'est le sens de mon propos. En tout cas, certainement pas avec représentativité. Les différentes sensibilités, pour le dire pudiquement, que nous exprimons ne seront pas représentées dans ces conseils. Nous le savons d'ores et déjà, compte tenu de la constitution de ces conseils. D'où ma diapo suivante. Ça, c'était issu d'un tract syndical, où on voit donc que le futur conseil d'administration stratégique de l'UT votera le budget et la campagne d'emploi des collèges UT2 et UT3, mais ne donnera qu'un avis sur les campagnes d'emploi des écoles d'ingénieurs, qui pour l'instant ont un statut un peu particulier pour quelques années encore. Mais l'Université de Toulouse votera budget et campagne d'emploi. Donc il y a un traitement très clair de différentiel des membres de l'UT, mais surtout, et là, c'est là que quand même on atteint des sommets, dans l'infantilisation en plus que de nos politiques, un avis négatif du Conseil d'administration stratégique sur la campagne d'emploi pourra entraîner une restriction d'accès au programme IDEX. C'est-à-dire que si on ne fait pas comme ils veulent,
si on a le malheur de proposer des choses qui ne leur conviennent pas ou qu'on résiste à ce qu'on nous impose, alors il y aura des sanctions, notamment financières. Voilà, des fois qu'on n'ait pas compris qu'on n'était pas en démocratie. Alors, qu'en est-il de la gouvernance proprement dite? Donc, là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est extrait des diapositives qui ont été présentées au CA de l'Université fédérale il y a quelques mois. On parle d'une gouvernance fortement déconcentrée, laissant une forte autonomie au sein des composantes d'établissements constitutifs de l'UT. On peut douter de cette forte autonomie. Et donc 6 organes centraux. Le conseil d'administration stratégique, alors il n'y en a que 5 sur la diapo, il y a quelqu'un qui a dû faire un bug, c'est pas moi. Le Sénat académique, le président et son comité exécutif, le comité de pilotage IDEX et un conseil d'orientation stratégique. Je pense que le dernier organe, c'est les collèges qui seraient convoqués éventuellement de temps en temps pour donner leur avis. Alors, comme je vous le disais, on passe de 23 à 30 membres. La reconfiguration du Sénat académique. Pas de commission, là aussi, des fois qu'il y ait un travail qui se fasse en parallèle, qui n'aille pas dans le sens du Sénat académique, on évite les commissions. Une représentation indirecte, une mission de consolidation des stratégies de l'UT et d'animation de la transversalité. Alors là, ça reste à définir, parce que la transversalité, elle n'apparaît pas de façon flagrante dans les documents auxquels nous avons eu accès. Et création d'un congrès de l'UT, donc c'est la réunion annuelle de tous les conseils des collèges et des CA des établissements intégrés. Ça existe déjà sur l'établissement, le congrès, c'est le rassemblement effectivement des 3 conseils. Et parce que quand même, il faut se donner une illusion de démocratie, il y a quand même la possibilité de voter une motion de défiance à l'égard du président de l'Université de Toulouse. Ça soulage. Parce qu'ici, on n'y avait pas pensé à voter une motion de défense envers Daniel Lacroix. Si on y avait pensé, peut-être qu'on n'en serait pas là. Je plaisantais, bien sûr. Et enfin, une projection qui fait frémir à T+4. On est parti de T0, les 4 établissements, et on arrive en T4 à une faculté des humanités, des sciences humaines et sociales et une faculté d'éducation, l'ESP. Pour ce qui est de l'UPS, la faculté des sciences et la faculté de santé. UT2J et UPS abondant pour ce qui est du collège des IUT, qui aussi serait créé comme un collège à part. Et enfin, les écoles d'ingénieurs seraient le collège de l'ingénierie, avec donc deux pendants au sein de ce collège, l'INSA et l'INP, qui garderaient une certaine autonomie et reconnaissance individuelle en termes d'établissement. Voilà pour ce qui en est de la fusion et des effets sur la gouvernance qui me sort par les yeux comme terme, c'est tellement maintenant. Et donc, surtout, les liens, l'impact entre gouvernance, démocratie et représentativité. J'ai essayé de vous démontrer, à partir des documents, une fois de plus qui n'étaient pas les miens, que c'est un simulacre de démocratie. Bien, donc je vais essayer de synthétiser les 2 chapitres finalement. Donc là, on a eu le chapitre sur la gouvernance, le chapitre sur la recherche et le chapitre sur la formation, dont tel qu'il figure dans le dossier UT-IDEX, mais en essayant de le projeter un peu plus loin, parce que comme l'évoquait tout à l'heure Mireille, autant les IDEX relèvent du PIA1, les programmes d'investissement d'avenir 1 et 2, autant nous sommes maintenant dans la phase du programme d'investissement d'avenir 3, le PIA 3, et là, il y a des transformations, il y a des projets qui sont en cours, notamment les écoles universitaires de recherche, qui ne figurent pas comme tels dans le dossier UT-IDEX, mais qui y sont préfigurés, et on voit que ça donne du sens, justement, à l'UT-IDEX. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique. Donc, j'ai repris des termes clés, des expressions clés. Bon, d'abord, sur le sens de l'IDEX. L'IDEX est conçu comme un soutien majeur à l'université intégrée de rang mondial. Donc, l'IDEX est un soutien majeur de l'UT. Et en posant ça, on voit déjà le lien entre les deux.
qui va un peu contre cette idée où on nous dit, bon, mais finalement, l'IDEX, c'est un plus, c'est à côté, ça n'aura pas forcément un impact sur le reste. Ben, justement, et là, à travers tout ce que Patricia a décrit en termes de gouvernance, on voit bien le poids que l'IDEX, les PIDEX, etc., ont sur l'UT. Donc, soutien majeur. Donc, ce soutien s'exerce à partir de dispositifs clairs et à fort impact, accélérant la transformation des établissements. Donc là, on voit aussi les enjeux, qui sont des enjeux de transformation, mais de transformation en profondeur de l'ESR. Et justement, les écoles universitaires de recherche, c'est bien le rôle qui leur est dévolu et la première étape. Donc accélérer ces transformations et en disséminant les bonnes pratiques pédagogiques et scientifiques. Alors là, ce qui est exprimé là, mais ça revient après dans d'autres éléments, c'est vraiment l'aspect normatif, mais surtout un aspect normatif des normes qui viennent d'en haut. C'est-à-dire ensuite, on va disséminer les bonnes pratiques, c'est-à-dire il va y avoir, on va dire quels sont les bons modèles à la fois pédagogiques, quels sont les bons modèles scientifiques, et ensuite il faudra qu'il y ait une unification à ce niveau-là. Alors, j'avais fait, si vous voulez, j'avais fait à la fois le texte et ensuite les observations, mais je les ai faites, donc voilà. Autre idée clé, me semble-t-il, une gouvernance forte. Et effectivement, c'est derrière cette gouvernance forte que se jouent tous les enjeux des fusions et des regroupements d'établissements. Pourquoi des fusions? Pourquoi des regroupements d'établissements? Pour pouvoir établir au sommet de ces regroupements une gouvernance forte. Là aussi, ça vient d'être développé. Cette gouvernance forte qui est mise en place pour élaborer une stratégie unique de recherche et de formation, dont c'est tout le travail, cette stratégie unique. Et là, on voit apparaître un poids beaucoup plus marqué de deux catégories d'acteurs qui sont les organismes de recherche, qui vont intervenir de manière beaucoup plus impliquée, les organismes de recherche, et tout en répondant donc aux enjeux socio-économiques de demain. Donc là, c'est tous les milieux économiques ambiants. Donc, je passerai sur les observations que je fais au fur et à mesure, et ça permet d'aller plus vite. C'est ce que je commente, donc voilà. Donc, il y a cette gouvernance forte, mais de la même façon, il y a une gouvernance forte aussi propre à l'IDEX. C'est-à-dire que là, cette gouvernance propre à l'IDEX se doit d'être la garante du respect des règles du PIA, ce qu'évoquait Mireille en particulier, est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement, etc. Donc ça va être là, c'est sous le regard et sous la surveillance de cette gouvernance. Donc, qui prévoit un directeur ayant rang de VP élu pour 4 ans par le CAS, et il est aidé d'un comité de pilotage qui comprend 10 représentants de l'UT et un représentant par organisme de recherche ou assimilé. Alors j'ai mis 9, je n'en suis pas tout à fait sûre, donc voilà. Mais on voit où vont s'élaborer donc cette stratégie de recherche d'excellence avec des représentants de l'UT et les représentants des organismes. Alors, dans le dossier tel qu'il nous est présenté, eh bien, c'est tout l'enjeu aussi de ces copiles, etc., et de ces acteurs qui se réunissent pour définir les axes stratégiques. Et donc, sont actuellement définis 6 axes stratégiques d'une importance capitale, puisque ce sont eux qui préfigurent l'orientation de nos moyens. C'est posé en ces termes-là. Donc vous voyez tout l'enjeu des négociations, du travail préparatoire en amont pour arriver à dégager ces 6 axes stratégiques. Alors, on les voit, transition énergétique et nouveaux itinéraires de la matière, santé, guérir et vieillir en bonne santé, aéronautique, espace et nouvelles mobilités, transformation digitale, patrimoine, innovation, création et environnement complexe.
Alors, la question, évidemment, pour tous les labos, pour toutes les équipes, est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire dans l'un de ces axes? C'est vital, puisque ne seront financés que des projets s'inscrivant dans ces axes-là. Alors, pour ce qui concerne les SHS, on voit que c'est le 5e axe, patrimoine, innovation, création, qui est celui qui nous est plus ou moins attribué. Alors, je ne l'ai pas recopié, mais je pense que je peux prendre le temps de le lire quand même pour qu'on voit qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cela. Donc, je le lis, le descriptif, il est à la page 9, parce qu'évidemment, l'objet, c'est aussi de revenir au dossier, parce que, voilà, c'est des sélections. Alors, dans cet axe, qui nous représente plus particulièrement, les enjeux sont doubles. À l'heure où les questions d'identité et de cohésion sont devenues névralgiques, il s'agit d'identifier, mettre en valeur et faire vivre les patrimoines matériels et immatériels des sociétés. Par ailleurs, il s'agit de comprendre comment création et innovation, tant technologiques que concernant de nouveaux rapports au travail, au savoir, aux mobilités, à l'habité ou aux pratiques artistiques, questionnent les valeurs comme l'égalité devant l'apprentissage, l'éducation, le monde du travail, la rémunération. Bon, voilà, ça c'est l'axe dans lequel qui nous concerne plus particulièrement. Alors là, quand même, les questions, je vais essayer de les... bon, là encore, ce sont des questions que l'on peut se poser et qui sont mises au débat. C'est pas apporter la solution ou dire que c'est comme ça, mais enfin, on peut se poser ces questions-là. En tout cas, ce sont des questions ici que l'on peut mettre sur le devant. Tout d'abord, ce 5e axe qui correspond au SHS, on voit comment, à travers la lecture que j'avais faite, comment il tente de rassembler tout ce qui concerne ce secteur. Et là, on voit bien quel était l'enjeu. Il fallait à tout prix y être, donc avec les mots-clés, un travail sur les mots-clés, etc. Mais effectivement, il y a du coup beaucoup de choses. Et la question que l'on peut se poser, c'est à un tel niveau de généralité, en quoi est-ce encore un axe prioritaire? Ça veut dire que quand on voit tout cela, on se dit il va bien falloir qu'à l'intérieur même, il va falloir établir des priorités à l'intérieur de l'axe prioritaire. Mais là, qui va établir ces priorités? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Une autre question que l'on peut se poser, on voit qu'il avance, notamment comme objectif, ce que je lisais tout à l'heure, qu'il va questionner, à partir des problématiques d'innovation et création, qu'il va questionner l'égalité devant l'apprentissage, l'éducation, le monde du travail, la rémunération. Et effectivement, ces préoccupations-là sont des préoccupations de beaucoup de nos équipes de recherche. Donc, on peut effectivement se satisfaire de le voir posé tel quel dans cet axe. Mais lorsqu'on lit justement le PIA 3, et là c'est un autre document auquel je renvoie, et là je le lis texto, le PIA a pour objectif d'augmenter la croissance potentielle de la France en misant sur l'économie de l'intelligence, dont ce que disait Mireille, et en rajoutant, il ne poursuit pas d'autres objectifs. Et il dit, égalité des chances et des territoires, aide aux secteurs ou personnes en difficulté, qui sont légitimes, pour légitimes qu'ils soient, et même si, ma foi, les opérations peuvent y concourir. Mais on voit bien, ils prennent le soin de préciser, voilà, les objectifs d'égalité des chances de territoire, ce n'est pas dans le cadre du PIA 3. Donc, nous pouvons nous interroger sur comment on va pouvoir faire valoir et défendre cet objectif dans ce cadre-là. Alors, ça, c'est pour l'axe qui nous concerne. Après, la question qui se pose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir dans les autres axes? Et c'est une réflexion qu'on nous a demandé, comment on pourrait se greffer sur aéronautique, etc., dont on voit qu'a priori, ce n'est pas évident. Donc, il faut quand même réfléchir.
Et plus, et là, ce qui est plus fondamental, ça veut dire, est-ce que la possibilité d'intervenir dans ces autres axes, eh bien, est-ce qu'elle n'est pas liée à notre capacité à nous mettre au service des objectifs de ces axes-là? Ça veut dire, oui, peut-être qu'on peut y intervenir, mais ça veut dire que, quelque part, bon, je le mets entre guillemets, nos projets seront instrumentalisés, enfin, nos apports seront instrumentalisés aux objectifs définis ailleurs. Alors, certes, ça peut être intéressant en termes de certaines collaborations, mais quand même, en faire un principe général, ça veut dire qu'on renonce à ce qui est la dynamique propre de nos équipes de recherche, de nos disciplines, où c'est nous qui faisons émerger et qui reconstruisons en permanence nos objets de recherche et qui voyons quels sont les développements. Voilà, donc ça pose quand même une question centrale. Et l'autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce que toutes les SHS, toutes les disciplines peuvent se retrouver de la même façon dans ces axes-là? Et là, on voit aussi qu'il y a des attentes peut-être de la part de ces axes vis-à-vis de certaines sciences humaines et sociales, mais qu'elles vont viser en priorité certaines disciplines et thématiques, cognition et apprentissage par exemple, réseaux sociaux, etc. Donc voilà tout un ensemble de questions. Alors je vais essayer d'accélérer, mais là c'est quand même un élément important puisque les financements sont là. Donc on voit que ce qui est mis en place, c'est une concurrence exacerbée pour la labellisation. C'est-à-dire, on voit bien que tout le monde ne pourra pas y être, et à partir de là, qui va y être? D'où un autre, au-delà de l'élaboration des 6 axes stratégiques, une autre part de travail importante a été l'élaboration de cette fameuse cartographie force, émergence, pépites. Et donc là, c'est vrai que le travail qui est fait par l'atelier contestation, création, le dictionnaire sur la novlangue, il y a les articles, et notamment celui sur pépites, etc. Là, il faut absolument aller les lire. Alors, je n'ai pas le temps là, parce qu'il faut que j'accélère, de dire à quoi correspondent, mais il y a une définition très précise de cela. Mais il faut voir que cette cartographie, donc c'est un repérage des équipes qui sont forces, qui sont émergences, et les fameuses pépites. Ce repérage a été fait selon la méthodologie mise en place par les organismes de recherche, et cette cartographie recouvre environ 50% des scientifiques opérant dans l'UT, sur lesquels le COPIL s'appuie pour affecter 80% des moyens de l'IDEX. Alors là, quelques questions, qui sont les questions aussi que l'on peut poser. Et la première, c'est quand même, où sont passées les annexes du dossier? Parce que ça, depuis qu'on travaille sur ces dossiers, on a effectivement le dossier UT-IDEX, et dans les points les plus stratégiques, notamment la définition, qui sont ces forces, émergences et pépites, on renvoie en annexe. J'ai cherché pendant longtemps ces annexes, et même, je pense, les collègues qui se sont rendus à l'audition du jury IDEX, je pense qu'ils ne les ont pas eues non plus, alors que quand même, c'est bien là qu'il y a quelques... Où sont passées les annexes, voilà. Une autre question qui porte sur l'infortune de ne pas être sous les radars du CNRS, parce que c'est ce qu'on nous a renvoyé, c'est-à-dire il y a des équipes de recherche qui sont associées au CNRS, et puis il y a les équipes d'accueil. Les équipes d'accueil qui sont quand même, je crois qu'on doit, je ne sais pas exactement combien d'équipes d'accueil nous sommes, mais enfin un nombre assez important, eh bien on n'est pas sous les radars du CNRS. Et donc, on n'était pas dans cette cartographie. Donc, on a eu quand même une consolation, un addendum. Alors, comment il est... bon, je n'ai plus le document là, mais c'est complémentaire. Voilà, ça... Voilà. Alors, je ne sais pas si ça y est, parce qu'on n'a pas eu, mais c'est ce qui était prévu. Travail de caractérisation du pôle HSHS complémentaire à celui effectué par les organismes de recherche. Donc, c'est le lot de consolation, en quelque sorte. Et quand je vois... bon, je vais parler là de la psycho. Alors, vous voyez, il y a quand même des descriptions qui sont assez développées. Quand on arrive à la psycho, et là, ça a été quand même... voilà, il y a trois mots, ça correspond à ce petit paragraphe. Il y a spécificité des approches développées sur le travail,
Dessous, souffrance psychologique, et 3, autisme. Qui a choisi ces 3 termes? Pourquoi ces 3? Et quand on voit tous les textes que nous avons produits en amont. Alors, j'ai peur d'avoir été trop longue. Je ne sais pas sur les écoles universitaires de recherche, peut-être qu'à ce moment-là, je vais essayer d'aller vite. Donc, voilà. Les IDEX, c'est un peu une fin de course, hein, c'est-à-dire les IDEX, ça y est, il y a les points d'accrochage, et notamment ici à Toulouse, puisque ça n'a pas marché comme ça devait marcher, etc. Mais c'est quand même une opération qui est terminée, celle-là, hein, dont l'enjeu, c'était de dessiner, par cet effort de sélection et de structuration, la carte, en France, des universités qui est destinée donc à se positionner comme des universités donc, de rang mondial, appelées à soutenir la compétition internationale. Je passe donc maintenant sur le PIA 3, mais on voit que c'est directement en lien une nouvelle phase qui est enclenchée, mais qui se caractérise, celle-là, par quelque chose de bien particulier, c'est une plus grande attention portée à la formation. Parce que jusqu'à présent, on a vu l'IDEX, c'était quand même principalement la recherche, mais là, avec le PIA 3, donc, c'est sur la formation. Donc, dans ce projet, ce que l'on va relever, c'est le rôle clé des écoles universitaires de recherche, qui ne sont que préfigurées dans le dossier IDEX. Alors, je ne sais pas si dans l'atelier, sur le DICO, il y a le terme préfiguration, mais celui-là, il mériterait d'être creusé aussi parce qu'il revient souvent. Et donc, on voit que ces écoles universitaires de recherche, eh bien, leur objectif, hein, ce à quoi elles vont servir, c'est à une restructuration, mais en profondeur, là, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et deuxième élément clé, l'opération, toujours dans le cadre du PIA 3, nouveau parcours à l'université, et où on peut voir, alors ce n'est pas dans le dossier UTIDEX, hein, là je fais bien le départ des choses, mais on voit dans le dossier UTIDEX, quand même à propos de la licence, des choses qui pourraient avancer et annoncer la loi ORE. Hein. Alors, je ne vais pas dire ce qu'il y a exactement hein, dans le dossier unité, mais on va voir comment la licence, il y a les licences renforcées d'un côté et les licences professionnalisantes de l'autre, hein, les deux voies, et l'offre de master, bon, donc là je vais l'évoquer quand même, parce que voilà, cette offre de master telle qu'elle figure dans UTIDEX, dans ce dossier, préfigure justement les écoles universitaires de recherche. L'offre de master s'appuie sur les domaines d'excellence de recherche du site et attire les étudiants à fort potentiel. Donc on voit le niveau de sélectivité hein, à ce niveau-là. Les talents, ils appellent ça des talents. Les talents, voilà. Et une ambition double, accroître dans son rayonnement international en augmentant les formations en langue anglaise pour attirer les meilleurs étudiants étrangers et autre ambition, dont répondre aux enjeux économiques et sociétaux grâce à une offre de formation pluridisciplinaire. Je vais terminer quand même en disant ce que sont ces écoles universitaires de recherche. Et c'est des citations là. Le PIA 3 soutiendra des politiques structurantes et volontaristes. Je crois que structurantes et volontaristes, ce ne sont pas de vains mots, des universités concernant des cursus dans leur ensemble pouvant conduire à une réorganisation profonde des parcours. Là aussi, réorganisation profonde. Les écoles universitaires dont rassemblent des formations de master et de doctorat, ainsi qu'un ou des laboratoires de recherche de très haut niveau, avec une implication accrue des organismes de recherche et un nouveau statut de chercheurs-enseignants. Je n'ai pas le temps de développer là, mais on voit, il y avait des enseignants-chercheurs jusqu'à présent, maintenant il y aura des chercheurs-enseignants. Il s'agit de développer le modèle anglo-saxon des graduate schools. Et quelque chose qui est quand même aussi à réfléchir de près,
Ces écoles universitaires de recherche définiront les modalités de recrutement de leurs étudiants dans un cadre réglementaire rénové. Il y a eu, mais les choses vont vite, mais en octobre 2017, il y a eu 29 écoles universitaires de recherche qui ont été retenues, qui vont se mettre en place à la rentrée prochaine. Donc, il y a une liste, on peut voir, donc, effectivement, elles se présentent toutes comme des graduate schools, on est déjà là. Alors, question, est-ce qu'on ce qui se dessine, donc, d'un côté, des grandes universités de recherche intensive, c'est dit comme ça, et d'un autre côté, dans le panorama de l'enseignement supérieur, et d'un autre côté, des petites universités, alors on ne sait pas tout venant, etc., mais dont on voit qu'elles sont du côté undergraduate, c'est-à-dire que là, centrées davantage sur les licences. Alors, est-ce qu'on peut continuer à dire qu'on défend le lien entre recherche et enseignement à tous les niveaux de l'ESR quand on institue de fait une telle différenciation? Quelles sont les inégalités qui sont liées pour les territoires, pour les étudiants et pour les personnels aussi? Bon, voilà, je pense qu'il y a d'autres questions, mais justement, là, c'est pour ouvrir au débat. J'ai été un peu longue, mais je passe la parole. Alors, il me revient de parler la dernière et comme assez souvent d'essayer de faire le plus court possible pour que vous ayez le temps de faire une pause. Par ailleurs, je vais aussi tâcher de ne pas être redondante parce que nous avions fait un plan détaillé ensemble et puis chacune a travaillé de son côté. Nous n'avons pas eu le temps de nous recoordonner, donc je vais aussi élaguer peut-être certains points qui ont déjà été dits. Le choix de référence au texte est le même. Autrement dit, dans les diapositives que je vais faire passer, il y a des extraits du projet IDEX Unity, mais aussi une présentation qui a été faite, un diaporama, donc, qui a été présenté au conseil d'administration de l'Université fédérale de Toulouse en octobre. Donc on était dans la phase de finalisation du dossier. Ce dossier Unity, IDEX Unity que vous connaissez, il manque singulièrement de schéma. Alors peut-être que ce n'est pas très chic, peut-être aussi que ça permet de gommer certains détails qui ont été présentés malgré tout devant les instances, et donc ça sera un autre élément de support de mon propos. Alors, il y a plusieurs idées derrière lesquelles plus d'un se réfugie. L'une qui est l'IDEX, ce n'est jamais qu'un plus. On en a déjà parlé, et donc c'est peut-être un plus ici, mais qui va se traduire par un moins ailleurs, je vais y revenir. Autre idée, l'IDEX, certains y trouveront leur compte, mais de toute façon, cela ne va pas changer la vie des autres ou de bon nombre d'entre eux. Eh bien, la création de l'UT, qui va avec l'IDEX, elle va avoir un impact sur nos métiers et notre participation à la vie universitaire. Alors, je prendrai deux points peut-être, j'ai essayé de garder deux éléments. Donc, revenir peut-être sur la campagne d'emploi, sur le déroulé, le processus de la campagne d'emploi, mais aussi sur le volet politique de la vie étudiante, puisque dans le dossier IDEX Unity, c'est ainsi que c'est formulé. Un petit rappel peut-être pour le mettre en perspective avec le processus actuel de la campagne d'emploi, qu'on sache voilà, quelles sont les divergences. Actuellement, les demandes sont élaborées tant du côté des personnels BIAT que du côté des enseignants, que ce soit au sein des services ou des composantes, avec des arguments très détaillés, donc partant de la base. Et pour ce qui est des postes enseignants-chercheurs, les demandes sont élaborées de manière conjointe, composante pédagogique et équipe de recherche. Et c'est important parce que si l'on relit le dossier IDEX Unity, on voit quand même une mise en avant de la partie recherche, alors que là, on est censé travailler ensemble. Donc, ces demandes sont élaborées, passent quand même par le filtre des départements, des UFR, des conseils, donc avec une analyse et des arbitrages, pour remonter jusqu'à la présidence.
Donc, à moins de litiges en amont, il y a parfois des tensions sur des demandes, que ce soit à l'intérieur des composantes ou entre composantes pédagogiques et recherche, mais les demandes sont enregistrées au niveau central et, pour une grande partie, validées. Valider, ce qui ne veut pas dire honorer. Vous connaissez la problématique, puisque, étant donné le manque criant de moyens, on a un volume de postes et, malheureusement, l'université est contrainte d'arbitrer et parfois de redéployer, ce qu'on appelle redéployer des postes, donc des postes qui sont dans une composante, de les donner à une autre parce qu'il y a des raisons voilà, de soutenir voilà, tant du côté de la formation que de la recherche, une composante qui est sous-dotée, et autre action, celle qui conseille à mettre en réserve les postes, ce qu'on appelle les postes gelés, pour faire des économies. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui, voilà, une contrainte qui, vous le savez, devient de plus en plus criante, puisque les gels de postes sont de plus en plus lourds. Bon. Mais il y a quand même, jusqu'à présent, un lieu d'expression de la liberté académique qui nous permet de faire nos demandes dans les composantes pédagogiques et les équipes de recherche. Quand on passe maintenant du côté de l'Université de Toulouse, quelle est la réponse qui est donnée? Alors, je vais envisager deux choses, les BIATS et les enseignants-chercheurs. Et donc, pour ce qui est des BIAT, j'ai cherché, comme beaucoup d'entre vous, assez désespérément dans le dossier ce qui figure à leur sujet. J'ai noté deux choses. Page 27, une bourse d'emploi qu'il aurait promise pour mobilité interne. Je ne l'ai pas mentionné là, enfin je ne l'ai pas repris dans mon image. Et page 42, c'est la diapositive que vous avez, un maintien de services de proximité qui est affirmé. De même qu'il est dit que les services communs, alors ce qui est en rouge est de mon fait, les citations sont reproduites telles quelles, mais j'ai souligné ou fait apparaître certains traits saillants. Donc les services communs ne seront pas nécessairement placés au niveau central. Alors tout d'abord, on parle peu de personnel, on parle de services, de structures. Ça aussi, ça peut être un élément assez intéressant. Mais on appréciera là encore le flou entretenu. On a beaucoup parlé de flou, mais nous y sommes à travers ce paragraphe, puisqu'on peut imaginer qu'il y a de la réorganisation dans l'air, mais qu'imaginer au-delà de ça? Est-ce qu'il s'agit de mutualisation, de disparition de services qui sont envisagés? On peut aussi se demander tout simplement qui va faire tourner la machine, parce que quand on voit ne serait-ce que le nombre d'instances qui sont projetées dans ce dossier, quand on voit les projets de recherche qui vont être mis en œuvre, tout ceci va demander de la main-d'œuvre. Donc voilà, il va falloir, mais ça évidemment c'est un silence qui est gardé dans le dossier lui-même. Pardon. Donc en tout cas, une multiplication des tâches administratives qui est requise par le déploiement de la dite stratégie, sous toutes ses formes. Pour ce qui est des enseignants-chercheurs, donc je vais essayer d'aller vite, une page qui est assez intéressante. Alors en fait, vous retrouvez le processus, il est clairement décrit dans le projet IDEX Unity, sauf qu'il faut aller le chercher dans plusieurs endroits. Dans ce paragraphe qui s'intitule « Les modalités de pilotage », vous le trouvez aussi de manière bien détaillée lorsqu'il est question du rôle du président qui, de fait, est quelqu'un qui chapeaute l'ensemble. Alors on a beaucoup critiqué la loi LRU et la force du président affirmée à travers la loi LRU, c'est sans commune mesure avec le poids du président. Je vous invite à lire ce qui concerne le président dans le projet IDEX Unity. Donc les modalités de pilotage. Tout part des contrats objectifs moyens, des moyens forcément. Donc le processus RH est en lien avec le processus budgétaire. Je vais passer ensuite des diapositives qui le mettent clairement en exergue. Donc les COM sont concentrés sur les leviers clés des stratégies de l'UT.
Ces COM qui sont élaborés en concertation entre le COMEX et les gouvernances des collèges. Le mot concertation est assez intéressant. Je vous invite aussi à faire un repérage dans le texte de la concertation, qui est un terme assez à la mode en ce moment. On ne négocie pas, on fait de la concertation et voilà. Je vous laisse imaginer ce que peut être cette concertation. En tout cas, quand il y a des difficultés dans le dialogue, je ne sais pas comment on se sort de cette affaire, sauf à imaginer qu'on se positionne dans un niveau où il n'y aura pas d'opposition. Alors, je ne sais plus... Oui, voilà. Je vous laisse lire la diapositive pour aller un petit peu vite, mais je reviens sur la dernière phrase qui est intéressante et qui répond à certaines choses qui ont été dites récemment. L'ambition d'intégration est donc sans commune mesure avec la situation prévalant lors de l'auto-évaluation, date à laquelle les établissements préservaient leur entière souveraineté. Autrement dit, ce pilotage, il est sans commune mesure avec celui que nous connaissons et celui qui existe dans la commune, pour dire les choses de manière simple. Or, quand on a entendu ou lu assez récemment que finalement on était déjà dans un processus et que voilà, il n'y avait pas grand-chose qui si le modèle change radicalement. Le modèle de l'Université de Toulouse n'est absolument pas le même que celui de la commune. Je vous passe assez rapidement ces diapositives qui reprennent donc ce processus RH, alors peut-être de manière voilà, simplifiée, mais tout aussi intéressante, qui est donc une présentation faite devant le CA de la commune précisément. Vous verrez que les termes à retenir, là aussi, si on suit ne serait-ce que les termes, il est question beaucoup de cadrage dans les modalités de pilotage. Autrement dit, on cadre par le haut et après, on est censé appliquer le cadre qui est donné tout en haut. Vous y verrez aussi de l'échange, de la discussion, échangée par deux fois dans la diapositive. Je vous laisse la lire de manière un petit peu plus détaillée pour aller au plus vite. 3 conférences RH, donc 2 où l'on va essentiellement discuter, mais de toute façon, on va arriver à un moment ou à un autre à une application. Et je reviens sur ce qui a été dit, je crois, par Patricia, puisqu'il y a quand même 2 traitements différents pour les composantes universitaires. C'est le haut de la diapositive. Il va y avoir un avis positif et écrit, après avis positif et écrit du président de l'IT. La campagne d'emploi est proposée pour décision aux instances de gouvernance de chaque composante. Donc, dans les CA, le CA de notre université. Parlons de ce CA. La proposition qui résulte de ces délibérations est soumise au CAS de l'UT, au CA de l'UT, qui l'adopte en veillant à sa soutenabilité. Quant à l'avis négatif, c'est celui-ci. L'avis négatif, en cas d'avis négatif motivé du président de l'UT, les instances de gouvernance doivent justifier par écrit au CA de l'UT leur décision. Là, il s'agit des établissements membres. Autrement dit, l'INSA et l'INP. Le traitement n'est pas le même, puisque eux, ils gardent dans le projet leur autonomie, leur personnalité morale et juridique, alors que nous, dans les 2 universités, la perdent. Autrement dit, on fait l'hypothèse qu'il y a un avis positif du président de l'UT et que c'est sur la base de cet avis positif que la campagne d'emploi est présentée devant le CA, qui est censé, du coup, l'adopter, si l'on suit la logique. L'avis négatif, cette hypothèse n'est envisagée que pour les établissements membres et vous le voyez avec une sanction possible, envisagée, disons, mais le président de l'UT peut saisir le Copidex d'une demande de restriction d'accès temporaire à certains programmes. Reste à savoir s'il le ferait et quelles conclusions en seraient données. Donc vous voyez un traitement différent. Autrement dit, pour ce qui est de notre université dans la perspective de la mise en place de cette université de Toulouse, alors que jusqu'à présent, le processus de la campagne d'emploi fait qu'on part du bas pour aller vers le haut et jusqu'au conseil d'administration. Là, on partirait du haut et du président, en premier lieu, pour aller vers le bas, avec l'idée que tout est lisse dans le processus, puisque voilà, aucun obstacle ne semble pouvoir être envisagé.
Autre élément important, me semble-t-il, dans ce processus de la campagne d'emploi et qui est peut-être ou méconnu ou peu envisagé, le fait que même dans les emplois IDEX, ces emplois IDEX sont sur la base du cofinancement. Alors ça a été aussi dit certainement, mais je vous ai mis quelques extraits pour l'illustrer. À référence notamment aux chaires d'interdisciplinarité et au statut de chercheur enseignant qui serait mis en place. Et vous voyez, donc l'idée qui consiste à penser qu'il y a un volume de post-IDEX, pour dire les choses de façon schématique, et que ceux-là, ils sont financés par l'IDEX, ce n'est pas comme ça que c'est envisagé. C'est un cofinancement, autrement dit, les universités devront mettre la main à la pâte pour financer ces postes-là. Autre impact, l'augmentation des emplois précaires. Alors, je n'ai pas là aussi trop le temps de détailler, mais ils peuvent être de plusieurs ordres. D'abord parce qu'il va y avoir un développement de chefs de projet à travers ces différents axes de recherche qui sont déployés. Je vous renvoie à la page 27, donc, où il est mentionné clairement des personnels recrutés sur contrat dans le cadre de l'IDEX. Mais un autre aspect des choses aussi qui peut amener à une augmentation des emplois précaires. Les décharges de services, parce que ce n'est pas clairement mentionné dans le document, et je veux aussi peut-être qu'on en prenne conscience. Les décharges de services, vous le savez, elles sont de plusieurs ordres. Elles peuvent intervenir pour compenser des responsabilités administratives du côté des enseignants, pour ce qui est des vice-présidents, des directeurs du FR, directeurs d'équipe. Autrement dit, un service d'enseignement qui est diminué. Et il faut bien que quelqu'un fasse les heures en question. Ce peut être par le biais d'heures complémentaires, autrement dit prise en charge par les collègues, ou bien parce qu'on fait appel à des chargés de cours, mais la baisse du volume enseignement, forcément, entraîne un impact de ce type-là. Or, il existe déjà actuellement des décharges dans notre université pour le pilotage de projets de recherche. Et c'est vrai que c'est assez récent, mais ça a été demandé parce que on est depuis plusieurs années, vous le savez, dans une telle course au projet de recherche que c'est un montage de dossiers lourd et que les collègues, alors il n'est pas question de parler de légitimité ou pas, mais ont du travail en plus, ce qu'on peut entendre, et demandent à avoir des décharges de services. Or là, dans un projet où ceci va en se multipliant, on peut imaginer que les demandes seront plus fortes qu'elles ne sont actuellement. Donc ça sera un autre aspect qui peut entraîner de la précarisation. Alors peut-être, je terminerai par cet aspect-là pour ne pas trop déborder. Je voulais parler de l'évolution dans les statuts et peut-être, mais vous le comprenez à travers tout ce qui a été dit, l'augmentation des contractuels, de la précarisation par rapport aux postes statutaires, mais vous pouvez en tirer les conclusions à travers tout ce qui a été dit. Je veux peut-être terminer sur l'aspect qui concerne la politique de vie étudiante. Peut-être qu'on en a un peu moins parlé et ça permettrait de couvrir peut-être l'ensemble des personnes qui sont dans cette salle ou qui peut-être débattront lors de l'AG. Politique de vie étudiante, c'est à la page 22 et 24 du projet. Alors, on y retrouve le souci du sentiment d'appartenance. Même chose pour les personnels. Par deux fois, dans le projet met en avant le souci du sentiment d'appartenance à l'UT. Alors, comment faire ? Il y a des dispositifs qui sont envisagés dans le projet, plutôt d'ailleurs à destination des étudiants étrangers, parce que c'est ceux-là qu'on veut attirer et c'est ceux-là qu'on veut renvoyer et qui porteront la bonne parole et feront valoir la marque
je reprends la terminologie de l'Université de Toulouse. Donc du parrainage, de la visite de campus, des excursions. Et quand je le lisais, je me revenais à l'esprit la vidéo d'Arte sur étudiant l'avenir à crédit. On retrouve beaucoup de choses. C'est vraiment une mise en image assez intéressante. Les plus ne me paraissent pas très flagrants dans le document. Il est question d'organisation de manifestations culturelles, d'encouragement de l'engagement citoyen dans les cursus, de développement des activités sportives, de valorisation des projets d'initiative étudiante via le fonds de subvention UT. Or, dans notre université, alors on est peut-être bien lotis, mais autant se le dire, que ce soit à travers le SIAM, le bâtiment de la fabrique, les nouvelles structures sportives, le gymnase et d'autres, que ce soit aussi à travers le fonctionnement du FSDE, on a quand même des atouts dans cette université. Mais bon, concédons que l'on puisse faire mieux à l'échelle de l'Université de Toulouse. En réalité, à proprement parler dans le dossier, il y a, j'allais dire, deux créations, je vais être honnête. Une qui s'appelle la politique alumni. Alors, il y a beaucoup de politique. La politique alumni, c'est mettre en place une association d'anciens étudiants. C'est ça, la politique alumni, pour, je cite, soutenir le rayonnement de la marque UT en fidélisant les anciens étudiants. Et il est bien dit que l'objectif est ici de déployer un ensemble de services communs et de faire en sorte que surtout les étudiants étrangers, je cite, soient les ambassadeurs de l'UT dans le monde entier. Voilà ce qu'est la politique alumni. Mais une création, une vraie, je vais vous la mettre en exergue, celle qui concerne le Parlement de la vie des étudiants et des doctorants. Alors, je vous laisse lire la présentation. Vous y verrez qu'il n'est jamais question que de propositions, de la discussion, des propositions qui sont faites dans le cadre de ce Parlement. Le titre est assez aussi intéressant puisque favoriser la participation des étudiants à la gouvernance de l'UT, ce qui leur est réservé en termes de gouvernance, c'est un espace, là en l'occurrence, pour discuter et faire des propositions. On pourrait s'attendre à mieux en termes d'amélioration de la participation à la vie politique de l'université. Donc, leur participation est réduite, on le sait, dans les instances décisionnelles et je ne suis pas sûre que la mise en place de ce Parlement puisse réellement compenser les choses. Donc, je conclus pour pouvoir vous laisser le temps de faire une pause. Pour tous, personnel comme étudiants, un éloignement des centres de décision. Les uns et les autres pourront discuter, faire des propositions. Quant à décider, je vous laisse le soin d'en juger. Et je terminerai juste par cette diapositive, alors qui est de mon fait, là en l'occurrence. Je trouvais intéressant de mettre en image la composition des 3 CA, le CA de l'UT2J, le CA de la Commu et le CAS de l'Université de Toulouse, celui qu'on nous promet, CAS comme conseil d'administration stratégique, comme si on n'avait pas pu l'appeler conseil d'administration tout court, mais c'est certainement la marque UT qui nous vaut cet adjectif stratégique, ou bien CAS comme secret, parce que comme vous l'avez constaté, il y a bien des choses qui restent opaques dans le document, ça a été évoqué, ces 16 élus, finalement, j'y reviens quand même, parce que nous ne savons pas ce que seront ces 16 élus. Là, on part de l'hypothèse de 4 collèges, alors on se dit, bon, 16 divisé par 4, 4 par entité, mais les 4, les enseignants-chercheurs, les BIAT, les étudiants, comment seront-ils répartis? Mais vous savez aussi qu'on est à 4 collèges actuellement, mais que la perspective, ça a été dit, c'est d'arriver à 6 collèges. Et là, comment on fera 16 divisé par 6? Je ne sais pas trop. Et peut-être donc, puisque je parle des étudiants, je termine par eux, peut-être qu'il n'y aura pas un étudiant par entité, disons. Donc là aussi, on aurait aimé, pour un document qui a été soumis au vote des conseils d'administration, qu'il bénéficie d'un peu plus de précision. Enfin, il me semble que quand on présente un document devant un conseil d'administration avec un poids aussi lourd dans les structures, mais aussi les vies des personnels et les conditions de travail des personnels
et la vie des étudiants et les conditions de formation, on pouvait aller un peu plus loin que ce qui est dit dans le document. Voilà, j'en termine avec cette présentation, mais qui, vous le voyez, part des documents. Hein, c'était notre souci que de avoir un support qui pourra éventuellement circuler. Voilà ce que nous avons lu. Avons-nous mal lu? J'espère, et nous espérons, puisque c'était notre objectif, que l'échange dans la salle maintenant ou lors de l'Assemblée générale, puisque c'était aussi notre propos que de faire un préambule au débat, j'espère que nous pourrons avoir des contre-arguments, puisque c'est quelque chose qui est revenu très souvent quand on rencontrait les personnels ou les étudiants. Nous, on avance des arguments, et quels sont les arguments des autres? Je l'ai entendu, moi, bien souvent, dans l'Assemblée générale de l'UFR. Je l'ai entendu avec mes propres étudiants, parce que je leur présentais des arguments. Souvent, ils m'entendaient, mais eux-mêmes avaient assez d'esprit critique pour regretter de ne pas entendre les arguments des autres. Alors, mon habileté ne va pas jusqu'à savoir donner des contre-arguments. Il faudrait maîtriser l'art de la sophistique, ce que je ne sais pas faire, mais j'ose espérer que nous aurons des contre-arguments à notre propos dans cette salle, que ce soit maintenant ou lors de l'Assemblée générale. Je vous remercie.